Je tiens à débuter cette présentation en remerciant d'abord les membres du jury qui ont accepté d'évaluer mon travail de thèse, ainsi que toutes les personnes qui sont venues m'écouter aujourd'hui. Les travaux que je m'apprête à présenter s'intéressent à l'influence des expressions faciales dans la programmation des saccades oculaires. Ils ont été effectués au LPNC et au Gypsalab sous la direction de Martial Mermignot en co-encadrement avec Nathalie Guillader. Je vais commencer par présenter le sujet dans son contexte théorique et je parlerai ensuite de nos contributions empiriques. Comme le suggère le titre de la thèse, dans nos travaux, nous nous intéressons à deux mécanismes distincts. La perception des expressions faciales d'une part et la programmation des saccades oculaires d'autre part. Je vais d'abord faire un point sur la littérature concernant chacun de ces mécanismes en commençant par la programmation des saccades oculaires. Dans la vie de tous les jours, l'humain ne cesse d'explorer visuellement son environnement. Cette exploration est rythmée par une alternance de fixation et de saccades sur différents points d'intérêt. Dans ces travaux de thèse, nous nous intéressons aux saccades oculaires, qui sont les mouvements rapides des yeux qui relient deux points de fixation, symbolisés en bleu sur cette figure. La programmation de saccades a lieu durant une fixation et correspond à une prise de décision concernant la région dans le champ visuel qui sera la cible de la saccade et donc l'objet de la prochaine fixation. La programmation de saccades est très liée à l'allocation de l'attention visuelle puisque le plus souvent, la cible de la saccade correspond à la région sur laquelle nous allons focaliser notre attention. Il faut savoir que pour programmer une saccade, nous allons prendre en compte deux types de facteurs. D'une part, des facteurs qui sont liés aux caractéristiques physiques de l'environnement, qui incluent par exemple la luminance, les couleurs ou les contours. D'autre part, des facteurs qui sont liés aux caractéristiques de l'observateur, qui incluent par exemple la pertinence d'un objet par rapport à l'objectif de l'observateur ou l'interprétation du contenu émotionnel de la scène. L'intégration des facteurs physiques va avoir lieu dans ce que l'on appelle une carte de Science. La carte de Science, c'est un espace en deux dimensions dont l'organisation est rétinotopique et dans lequel chaque localisation de la scène est associée à un poids. Ce poids va quantifier la capacité de la région à attirer l'attention en prenant en compte uniquement des facteurs physiques. Les facteurs liés à l'observateur vont quant à eux être intégrés dans des cartes de priorité. De manière similaire aux cartes de Science, les cartes de priorité sont des espaces en deux dimensions dans lesquels chaque localisation de la scène est associée à un poids. Mais cette fois-ci, ce poids va représenter la capacité de la région à attirer l'attention, tous facteurs confondus. Les cartes de priorité prennent donc en compte à la fois les facteurs physiques et les facteurs liés à l'observateur. Et c'est dans une telle carte de priorité que va avoir lieu la programmation des saccades oculaires. Afin de mieux comprendre ces notions de carte de Science et de carte de priorité, nous pouvons considérer une personne qui regarde cet écran et dont la tâche est d'aller vers le rond. Dans cette configuration, le triangle vert et le rond violet auraient un poids plus important dans la carte de Science, étant donné qu'ils se distinguent soit par leur forme, soit par leur couleur. Dans la carte de priorité, le rond violet aurait un poids encore plus important du fait qu'il est pertinent pour la tâche de l'observateur. La programmation de saccades a donc lieu dans une telle carte de priorité qui est située dans le cerveau au niveau des couches intermédiaires du colliculus supérieur. Concrètement, les neurones dans cette région vont s'activer de façon à représenter le poids de chaque localisation de la scène et la localisation qui correspondra au poids le plus fort sera la cible de la saccade oculaire. Ici, nous avons considéré un exemple avec des stimuli visuels très simples. Dans le cadre de ma thèse, nous nous sommes demandé si les visages avec une expression faciale émotionnelle, que je vais appeler plus simplement les visages émotionnels, vont avoir un poids plus fort que les visages neutres dans la carte de priorité. Si oui, est-ce que cette mise en priorité est automatique et quelles sont les voies cérébrales impliquées? Ce qui m'amène maintenant à introduire les mécanismes impliqués dans la perception des expressions faciales. Les expressions faciales sont des stimuli qui comportent à la fois une configuration spatiale spécifique et un contenu émotionnel particulier qu'elles communiquent. Elles ont un intérêt à la fois social et évolutif
Par exemple, elles sont essentielles à l'élaboration d'interactions sociales adaptées et peuvent aussi alerter en présence d'une menace pour la survie des individus. C'est le cas notamment des visages exprimant la peur. Plusieurs études se sont intéressées à la façon dont nous sommes capables de reconnaître des émotions à travers les expressions faciales. La plupart du temps, ces études mettent en évidence une meilleure reconnaissance de la joie et une moins bonne reconnaissance de la peur. Ensuite, plusieurs études ont déjà montré que les visages émotionnels peuvent être détectés plus rapidement que les visages neutres, mais l'aspect automatique de cet effet, ainsi que les voies cérébrales impliquées, sont encore débattus. Plus concrètement, il existe plusieurs possibilités concernant la façon dont les expressions faciales émotionnelles sont détectées et par conséquent la façon dont elles sont intégrées dans les mécanismes de programmation des saccades oculaires. Une première possibilité repose sur l'hypothèse d'un traitement des expressions faciales émotionnelles qui implique la voie rétinogéniculostriée, que je vais appeler plus simplement la voie corticale. Cette voie, elle relie la rétine au cortex visuel en passant par les corps genouillés latéraux. Ensuite, plusieurs régions seront impliquées dans la discrimination des expressions faciales, notamment l'aire fusiforme des visages, ou FFA, et l'amygdale. L'information serait ensuite transmise au colliculus supérieur pour être intégrée dans les mécanismes de programmation des saccades oculaires. L'une des caractéristiques de cette voie corticale est qu'elle transmettrait aussi bien l'information grossière en basse fréquence spatiale que l'information détaillée en haute fréquence spatiale. Une deuxième possibilité repose sur l'hypothèse d'un traitement sous-cortical des expressions faciales émotionnelles qui interviendrait en parallèle au traitement cortical, mais qui permettrait de traiter l'information plus rapidement. Plus précisément, ce traitement cortical va impliquer la voie rétinotectale qui relie la rétine au colliculus supérieur. L'information serait ensuite transmise à l'amygdale via le pulvinar. Donc, l'amygdale est une structure qui est impliquée dans le traitement des expressions faciales et qui serait particulièrement active face à des visages apeurés. L'une des caractéristiques de cette voie, c'est qu'elle traiterait uniquement l'information grossière en basse fréquence spatiale. Sa fonction serait d'évaluer rapidement la pertinence biologique des stimuli dans le but d'élaborer un comportement adapté à la situation. Cette hypothèse d'un traitement sous-cortical des expressions faciales émotionnelles est corroborée par plusieurs études. Par exemple, une étude de Villemier et collaborateurs dans laquelle les auteurs ont observé des activations plus fortes pour les visages apeurés que les visages neutres, mais seulement lorsque les basses fréquences spatiales étaient disponibles. Cette observation, elle a été faite dans les régions qui constituent la voie sous-corticale, comme l'amygdale, et donc la différence entre les visages apeurés et neutres, elle était seulement observée lorsque les images étaient présentées en basse fréquence spatiale ou non filtrées. Ce sont des résultats similaires qui ont été observés plus récemment par Mendes Bertolo et collaborateurs dans une étude en EEG intracrânien. Les auteurs ont observé une différence entre les visages apeurés et les autres visages aux alentours de 75 millisecondes après l'apparition des images. Et cette différence était seulement observée lorsque les images étaient présentées non filtrées ou en basse fréquence spatiale. Néanmoins, d'autres études apportent une vision plus mitigée. Par exemple, une étude de McFadden et collaborateurs en magnétoencéphalographie, dans laquelle les auteurs ont enregistré l'activité cérébrale de participants face à des visages apeurés ou neutres sous différentes conditions de fréquence spatiale. Ils ont testé la probabilité de différents modèles pour expliquer leurs données et ils ont observé que le modèle le plus probable était un modèle qui comportait à la fois une voie corticale et une voie sous-corticale, mais la voie sous-corticale n'était influencée ni par les expressions faciales émotionnelles, ni par les fréquences spatiales. Dans cette étude en magnétoencéphalographie, les auteurs suggèrent que des différences méthodologiques au niveau de l'égalisation du contraste pourrait expliquer les différences entre leurs résultats et les résultats d'autres études. Lorsque nous nous intéressons au traitement des fréquences spatiales, nous sommes amenés à faire certains choix méthodologiques, notamment celui d'égaliser ou non le contraste de luminance entre les fréquences spatiales.
Naturellement, lorsque l'on filtre des images, les hautes fréquences spatiales sont moins contrastées que les basses fréquences spatiales. Afin de dissocier l'effet des fréquences de celui du contraste, certaines études choisissent d'égaliser le contraste après le filtrage, une manipulation qui pourrait avoir un impact à la fois sur le comportement et sur l'activité cérébrale. Dans ces travaux de thèse, en lien avec l'hypothèse d'un traitement sous-cortical des expressions faciales émotionnelles, nous avons fait l'hypothèse d'une modulation rapide des mécanismes de programmation des saccades qui favoriserait l'orientation du regard vers les visages émotionnels, en particulier apeurés, sur la base du traitement des basses fréquences spatiales. Nous avons divisé nos recherches en 3 études qui s'intéressent chacune à différents facteurs ou différentes mesures. Je vais maintenant présenter la première étude de mes travaux de thèse qui s'intéresse au décours temporel et au rôle de la tâche dans la perception des visages émotionnels. Cette étude, elle se compose de 3 expériences comportementales et une simulation. Mais par manque de temps aujourd'hui, je ne vais présenter pour cette étude que les 2 premières expériences. Dans ces 2 premières expériences, ainsi que dans toutes les expériences comportementales de la thèse, nous avons utilisé un paradigme particulier, le paradigme de choix saccadique. Dans ce type de paradigme, 2 images sont simultanément présentées sur un écran et il est demandé aux participants de faire une saccade le plus rapidement possible vers l'image qui contient la catégorie cible, par exemple le visage ou le paysage. Nous étudions alors la première saccade des participants comme une réponse comportementale. Si elle est dirigée vers la cible, on parle de saccade correcte, sinon on parle de saccade erreur. Dans notre première expérience, nous nous sommes intéressés à l'influence des expressions faciales émotionnelles à un niveau temporel que nous considérons comme précoce au niveau de la détection des visages. En effet, nous savons que lorsqu'un visage et un véhicule sont opposés en choix saccadique, et que l'on demande aux participants de faire une saccade vers le visage, ils sont très rapides et peuvent déclencher des saccades en seulement 100 millisecondes. Nous faisons l'hypothèse que déjà à ce niveau-là, les visages émotionnels vont pouvoir attirer le regard plus souvent et plus rapidement que les visages neutres. En effet, s'ils sont traités par la voie sous-corticale, l'information pourrait arriver très rapidement à l'amygdale, ce qui permettrait de moduler ces saccades rapides vers les visages. Nous avons donc reproduit une tâche de choix saccadique dans laquelle nous avons opposé un visage et un véhicule et nous demandions aux participants d'orienter leur regard le plus rapidement possible en direction du visage dans une session et en direction du véhicule dans une autre session. Le visage pouvait avoir une expression faciale émotionnelle joyeuse, apeurée ou neutre. Nous nous sommes intéressés à 3 variables en particulier. D'abord, la proportion de réponses correctes et la latence des saccades correctes. La latence des saccades correspondant au temps qui sépare l'apparition des images et le déclenchement de la saccade. Ces 2 variables nous ont permis d'évaluer l'intensité de la capture du regard par les visages émotionnels. Ensuite, nous nous sommes également intéressés au point d'arrivée des saccades correctes, puisque nous savons que l'information n'est pas distribuée de la même manière dans le visage en fonction des expressions faciales, et nous supposons que ces différences en termes de configuration spatiale vont avoir un impact sur les points d'arrivée des saccades sur les visages. Ici, j'ai bien l'exemple d'une étude dans laquelle les auteurs ont mis en avant les régions qui étaient les plus utiles à des participants qui devaient reconnaître des émotions sur des visages. Ces régions les plus utiles, elles sont représentées sur cette figure en rouge et nous pouvons voir que la bouche est particulièrement importante dans le cadre de la reconnaissance de la joie, tandis que dans le cadre de la reconnaissance de la peur, les yeux sont très importants, même si la bouche est aussi utile, mais dans une moindre mesure. Dans notre étude, nous supposons que les points d'arrivée des saccades vont arriver plus bas dans le visage lorsqu'il est joyeux que lorsqu'il est apeuré, étant donné l'importance de la bouche dans le cadre de la reconnaissance de la joie en particulier. Ce que nous mesurons pour quantifier la position des points d'arrivée des saccades, c'est l'écart vertical entre le centre de l'image, qui correspond à la région des yeux, et le point d'arrivée de la saccade. Cet écart, il pouvait être négatif dans le cas où les saccades arrivaient plus bas que les yeux, comme c'est le cas sur cet exemple. Dans cette première expérience, nous avons
observé que les participants faisaient moins d'erreurs et ils étaient également plus rapides lorsque la tâche était d'aller vers le visage plutôt que lorsque la tâche était d'aller vers le véhicule. Cependant, nous n'avons pas observé d'effet des expressions faciales émotionnelles. Concernant les points d'arrivée des saccades oculaires, nous avons observé qu'ils arrivaient généralement au niveau des yeux ou entre le nez et les yeux. C'est ce que nous pouvons voir sur ces cartes qui représentent les points d'arrivée des saccades correctes dans notre expérience pour différentes expressions faciales, tout participant confondu. Nous avons observé que, d'une manière générale, les saccades arrivaient plus bas dans le visage lorsque le visage était joyeux plutôt que lorsqu'il était apeuré. Les saccades arrivaient également plus bas dans le visage lorsqu'il était apeuré que lorsqu'il était neutre. Ce que nous pouvons conclure de cette première expérience, c'est que, conformément à ce qui était déjà observé dans la littérature, les visages sont détectés plus rapidement et avec moins d'erreurs que les véhicules. Ensuite, les visages émotionnels n'attiraient pas le regard plus rapidement ou plus souvent que les visages neutres. Néanmoins, les visages émotionnels pouvaient moduler les points d'arrivée des saccades sur les visages. Dans la seconde expérience, nous nous sommes placés dans un cadre dans lequel nous savons que les expressions faciales vont être décodées, puisque cette fois-ci, nous avons toujours utilisé un paradigme de choix saccadique, mais cette fois, nous avons opposé un visage émotionnel et un visage neutre. Nous demandions aux participants d'aller faire une saccade en direction du visage émotionnel dans une session et du visage neutre dans une autre session. Nous avons observé que les participants faisaient moins d'erreurs et effectuaient leur saccade plus rapidement lorsque la tâche était d'aller vers le visage émotionnel plutôt que lorsque la tâche était d'aller vers le visage neutre. De plus, lorsque la tâche était d'aller vers le visage émotionnel, les participants faisaient également moins d'erreurs lorsque celui-ci était joyeux. Concernant les points d'arrivée des saccades oculaires, nous avons observé qu'ils arrivaient généralement au niveau du nez dans cette expérience. Et lorsque la tâche était d'aller vers le visage émotionnel, nous avons observé que les saccades arrivaient généralement plus bas dans le visage lorsqu'il était joyeux que lorsqu'il était apeuré. Ce que nous pouvons conclure de cette seconde expérience, c'est que les visages émotionnels sont détectés plus rapidement et avec moins d'erreurs que les visages neutres. De plus, lorsque la tâche est d'aller vers le visage émotionnel, les participants font moins d'erreurs lorsque celui-ci est joyeux. Je vais maintenant présenter la deuxième étude de mes travaux de thèse qui s'intéresse au rôle des fréquences spatiales et du contraste dans la détection de visages émotionnels. Cette étude, elle se compose d'une expérience comportementale et d'une simulation. Pour rappel, nous nous intéressons au rôle des fréquences spatiales puisque nous supposons que c'est le traitement des basses fréquences spatiales dans la voie subcorticale qui favoriserait l'orientation du regard vers les visages émotionnels. Nous nous intéressons également à l'égalisation du contraste puisque c'est une méthode qui pourrait avoir un impact sur les résultats que nous obtenons. Dans cette expérience 4, nous avons reproduit l'expérience 2 dans laquelle un visage émotionnel était opposé à un visage neutre, mais cette fois-ci en intégrant différentes conditions de fréquence spatiale. Nous avions donc des images qui pouvaient être représentées non filtrées, en basse fréquence spatiale ou en haute fréquence spatiale. De plus, nous avons divisé nos participants en deux groupes, un groupe pour lequel le contraste n'était pas égalisé entre les fréquences et un groupe pour lequel le contraste était égalisé entre les fréquences. Ici, nous avons les proportions de réponses correctes pour les participants pour lesquels le contraste n'était pas égalisé et pour les participants pour lesquels le contraste était égalisé dans nos différentes conditions de filtrage, lorsque la tâche était d'aller vers le visage émotionnel en gris foncé ou vers le visage neutre en blanc. Nous avons observé, comme tout à l'heure, que les participants font moins d'erreurs lorsque la tâche est d'aller vers le visage émotionnel. Ils faisaient aussi moins d'erreurs lorsque les images étaient présentées non filtrées ou en haute fréquence spatiale plutôt qu'en basse fréquence spatiale. Lorsque la tâche était d'aller vers le visage émotionnel, les participants faisaient également moins d'erreurs lorsque le visage émotionnel était joyeux, un effet qui était seulement significatif lorsque les images étaient présentées en haute fréquence spatiale.
En ce qui concerne les latences des saccades, nous avons observé que les participants effectuaient leurs saccades plus rapidement lorsque la tâche était d'aller vers le visage émotionnel. Ensuite, les participants étaient également plus rapides lorsque les images étaient présentées non filtrées que lorsque les images étaient filtrées, mais aussi lorsque les images étaient présentées en haute fréquence spatiale plutôt qu'en basse fréquence spatiale. Ici, nous avions une interaction marginale entre les fréquences spatiales et le contraste. Comme c'était un effet qui nous intéressait particulièrement, nous sommes allés décomposer cette interaction et nous avons observé que la différence entre les hautes et les basses fréquences spatiales était seulement observée dans la condition dans laquelle le contraste était égalisé. Ce que nous pouvons conclure de cette expérience, c'est que la détection des visages émotionnels génère moins d'erreurs en haute fréquence spatiale qu'en basse fréquence spatiale. Elle est aussi plus rapide en haute fréquence spatiale, mais seulement lorsque le contraste est égalisé. Cet avantage des hautes fréquences spatiales que nous observons dans notre étude, nous supposons qu'il émerge des propriétés physiques de nos stimuli qui pourraient, par exemple, rendre les différences entre nos deux images plus visibles. Ces résultats, nous supposons donc qu'ils pourraient être prédits à partir d'une analyse statistique de nos images. C'est entre autres ce qui nous a conduit à effectuer une simulation de l'expérience 4. Plus précisément, l'objectif de cette simulation était d'une part de visualiser les régions qui étaient les plus utiles dans cette tâche et d'autre part de voir si nous pouvions prédire les résultats comportementaux. Pour répondre à ces objectifs, nous avons utilisé un réseau de neurones artificiels, plus précisément un réseau de neurones convolutionnels que je vais présenter ici. Donc, ce réseau, c'est un programme informatique auquel on va donner des images. Donc, ici, on lui donne les images de l'expérience 4, qui étaient donc des paires d'images, puisque les participants voyaient deux visages en même temps, l'un neutre et l'autre émotionnel. Et ce réseau, il va apprendre à catégoriser les images selon deux catégories, la catégorie émotionnelle neutre et la catégorie neutre émotionnelle. Donc, en d'autres mots, le réseau, il va devoir décider si le visage émotionnel est à gauche ou à droite de la paire, une tâche qui est similaire à celle que les participants ont effectuée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'architecture de ce réseau, mais il faut savoir que nous avons utilisé une architecture de référence qui est relativement simple en comparaison au réseau de neurones convolutionnels ou CNN qui sont utilisés actuellement dans la recherche en intelligence artificielle. Ce réseau de neurones, nous aurions pu penser qu'il réussirait mieux la tâche avec des images en haute fréquence spatiale qu'en basse fréquence spatiale, comme c'était le cas pour les participants. Mais en fait, nous avons observé que le réseau, il réussissait très bien la tâche, et ce, dans toutes nos conditions expérimentales. Donc, il n'y avait pas une condition dans laquelle il était meilleur. Maintenant, ce que nous pouvons faire avec ce réseau, c'est calculer ce que l'on appelle dans la littérature en intelligence artificielle les cartes de science d'un CNN, dans ce cas-là. Ces cartes de science, elles vont quantifier l'importance de chaque pixel pour réussir la tâche. Ces cartes que j'ai affichées ici, ce sont en fait les cartes moyennes que nous avons obtenues dans différentes conditions d'expression faciale émotionnelle et de fréquence spatiale. Ce que nous pouvons surtout remarquer sur ces cartes, c'est que c'est la région de la bouche qui a été la plus importante pour le réseau. Dans la littérature en intelligence artificielle, la terminologie de carte de science est utilisée pour parler de ces cartes. Néanmoins, nous pouvons remarquer que pour nous, elles se rapprochent plutôt des cartes de priorité puisqu'elles transmettent une information qui est indépendante des images, qui est la tâche du réseau de neurones. Si nous voulions des cartes de science qui sont basées purement sur les caractéristiques physiques des images, nous aurions plutôt ce genre de cartes qui ont été calculées ici à partir d'un modèle de science qui est très utilisé dans la littérature en sciences cognitives. Et nous pouvons voir que les deux types de cartes mettent en avant des informations très différentes. Par exemple, la bouche ne ressort pas autant dans les cartes de science que j'appelle bottom-up, qui sont basées uniquement sur les caractéristiques physiques des images, que dans les cartes de science du CN. Ensuite, nous avons quantifié le lien entre la science de la bouche et les performances des participants. Pour cela, nous avons calculé la science de la bouche à la fois à partir des cartes du CNN et des cartes de science bottom-up.
Pour cela, nous avons simplement fait un calcul de la somme des pixels qui sont situés dans la région de la bouche, divisé par la somme des pixels de l'image. Ensuite, nous avons calculé une valeur moyenne pour chacune de nos conditions expérimentales et nous avons étudié son lien avec la performance des participants dans l'expérience 4 dans ces mêmes conditions expérimentales. Et ce que nous avons remarqué, c'est que plus la salience de la bouche est élevée dans une condition, plus les performances des participants, donc ici c'est la proportion de réponses correctes, est élevée dans cette même condition. Donc ce résultat, nous l'obtenons que la salience de la bouche ait été calculée à partir des cartes de salience bottom-up ou des cartes de salience du CNN. Et lorsque nous avons fait la même chose en prenant non plus la salience de la bouche, mais la salience des yeux, nous n'avons pas observé de lien avec la performance des participants. Ce que nous pouvons conclure de cette simulation, c'est que la région de la bouche est importante dans le cadre de la détection des visages émotionnels, à la fois pour les CNN et pour les participants. De plus, nous avons vu que les cartes de salience d'un CNN peuvent être utilisées comme un outil pour visualiser les régions diagnostiques à une tâche et prédire des différences comportementales. Je vais maintenant présenter la dernière étude de mes travaux de thèse qui s'intéresse à l'implication de la voie sous-corticale dans le traitement des expressions faciales émotionnelles, notamment apeurées. Cette étude elle est composée d'une expérience dans laquelle nous enregistrons l'activité cérébrale des participants via une technique d'imagerie par résonance magnétique ou IRM. Dans nos expériences comportementales, nous n'avons pas mis en avant un traitement privilégié des visages apeurés en basse fréquence spatiale. Nous pouvons nous demander à quel point ce résultat remet en question l'hypothèse d'un traitement sous-cortical des expressions faciales émotionnelles. Pour rappel, cette hypothèse d'un traitement sous-cortical des expressions faciales émotionnelles est supportée par plusieurs études, notamment une étude de Villemier et collaborateurs que j'ai déjà présentée en introduction. Pour rappel, dans cette étude, les auteurs ont observé des activations plus fortes pour les visages apeurés que neutres dans les régions qui composent la voie sous-corticale, comme l'amygdale, mais seulement lorsque les basses fréquences spatiales étaient disponibles. Au niveau des régions qui étaient plutôt associées à la voie corticale, comme l'aire fusiforme des visages, les auteurs avaient observé un pattern similaire avec en plus des activations qui étaient généralement plus fortes pour les hautes que les basses fréquences spatiales. Dans notre expérience, nous avons voulu nous replacer dans ce contexte et essayer de répliquer les résultats de l'étude de Villemier et collaborateurs, tout en analysant le rôle de l'égalisation du contraste sur l'activité cérébrale. Nous avons donc mis en place une expérience similaire à celle de Villemier et collaborateurs, dans laquelle des participants voyaient des visages en vision centrale et dans laquelle les participants devaient les catégoriser selon leur genre. Les visages pouvaient être présentés en basse fréquence spatiale ou en haute fréquence spatiale, avec un contraste non égalisé ou égalisé. Nous nous sommes intéressés d'abord aux différences d'activation sur toute notre zone d'acquisition, et ensuite nous sommes allés analyser le pourcentage de changement de signal dans les régions qui nous intéressaient spécifiquement en effectuant une analyse en région d'intérêt. Dans cette présentation, je vais présenter uniquement les résultats que nous avons obtenus sur l'analyse en région d'intérêt au niveau de l'amygdale et de l'aire fusiforme des visages, puisque ce sont des régions qui ont été mises en avant dans l'étude de Villemier et collaborateurs, et aussi puisque les résultats obtenus sont assez représentatifs des résultats que nous avons obtenus dans d'autres régions. Ici, nous avons les résultats qui concernent l'aire fusiforme des visages. Il faut savoir que c'est une région que nous avons localisée de manière fonctionnelle, c'est-à-dire que nous avons utilisé une expérience indépendante dont le but était spécifiquement de localiser les aires sélectives au visage, comme l'aire fusiforme des visages. Nous avions ainsi une localisation qui était précise. Nous avons observé des activations qui étaient plus fortes pour les visages apeurés que les visages neutres et pour les visages en haute fréquence spatiale que les visages en basse fréquence spatiale. Ici, nous avons les résultats qui concernent l'amygdale latérale. Dans nos expériences et dans nos analyses, nous avons dissocié la partie latérale de la partie médiale de l'amygdale
étant donné que nous, ce serait plutôt la partie latérale qui nous intéresse, puisque c'est cette partie qui va recevoir l'information sensorielle. Nous avons étudié séparément l'activité de l'amygdale latérale droite et gauche, et ici, j'affiche les résultats qui concernent l'amygdale latérale droite. Nous avons observé des activations qui étaient globalement plus fortes pour les hautes fréquences spatiales que les basses fréquences spatiales, et dans le cas où le contraste était égalisé plutôt que lorsque le contraste était non égalisé. En conclusion, nos résultats ne répliquent pas les résultats de Villemier et collaborateurs, notamment sur l'amygdale. En fait, nous avons observé un effet des expressions faciales émotionnelles dans notre analyse en région d'intérêt, seulement dans des régions qui étaient plutôt associées à la voie corticale, comme l'aire fusiforme des visages. De manière globale, dans notre expérience, nous avons observé des activations plus fortes pour les hautes fréquences spatiales que les basses fréquences spatiales, et nous n'avons pas observé l'interaction attendue entre le contraste et les fréquences spatiales. Je vais maintenant conclure cette présentation en revenant sur les apports méthodologiques et théoriques de mes travaux de thèse. D'abord, au niveau méthodologique, ces travaux nous ont permis d'évaluer l'impact de l'égalisation du contraste sur le traitement des fréquences spatiales, ici dans le cadre du traitement des visages émotionnels. Nous avons observé certains indices en faveur d'un meilleur traitement des hautes fréquences spatiales après l'égalisation du contraste. Par exemple, nous avons surtout observé que la détection des visages émotionnels était plus rapide en haute fréquence spatiale, mais seulement lorsque le contraste était égalisé. Ensuite, nos travaux nous ont également permis de mettre en avant l'intérêt de l'utilisation des réseaux de neurones artificiels comme outil pour mieux comprendre le comportement humain. Ainsi, ils peuvent permettre de visualiser des régions diagnostiques à une tâche et de prédire des différences comportementales dans une tâche. En sciences cognitives, les cartes de science que j'appelle bottom-up, qui sont basées sur les caractéristiques physiques des images, sont souvent utilisées pour mettre en avant les régions qui peuvent attirer particulièrement l'attention. Les cartes de science du CNN, ici, nous supposons qu'elles pourraient être utilisées de manière similaire, mais dans le cadre où nous avons une tâche spécifique. Ces cartes de science, elles s'apparentent donc plutôt à un modèle de carte de priorité. Ces modèles nous paraissent donc prometteurs, mais pourraient encore être améliorés en prenant mieux en compte les contraintes sensorielles des participants. Je vais maintenant revenir sur ce que nos résultats nous ont permis de comprendre concernant l'influence des expressions faciales émotionnelles dans la programmation des saccades oculaires. Lorsqu'un visage apparaît dans le champ visuel, il va être détecté rapidement. À ce moment-là, nous avons vu que les expressions faciales peuvent induire des décalages au niveau des saccades qui arrivent des points d'arrivée des saccades qui arrivent sur les visages. Plus tard, les expressions faciales émotionnelles vont pouvoir être détectées et à ce moment-là, les visages émotionnels vont pouvoir être traités de manière privilégiée en comparaison aux visages neutres. En d'autres mots, nous supposons qu'à ce moment-là, les visages émotionnels auraient un poids plus important dans la carte de priorité en comparaison aux visages neutres. Cette détection, nous avons montré qu'elle reposait plutôt sur une information en haute fréquence spatiale et sur une information située au niveau de la bouche. Pour finir, nos résultats ne permettent pas d'appuyer l'hypothèse d'un traitement sous-cortical des expressions faciales émotionnelles. Ainsi, le traitement privilégié des visages émotionnels que nous avons observé dans nos études pourrait très bien découler d'un traitement par la voie corticale. Dans nos expériences en choix saccadique, dans lesquelles les visages émotionnels étaient traités de manière privilégiée, les saccades étaient effectuées assez tardivement, ce qui laisse assez de temps à l'information pour passer par la voie corticale. De plus, nous avons observé que cette détection était plutôt basée sur les hautes fréquences spatiales, et nous n'avons pas observé d'effet des émotions dans les régions qui constituent la voie sous-corticale dans notre analyse en région d'intérêt. L'une des limites de notre étude en neuroimagerie notamment, c'est que l'IRM est une technique qui possède une faible résolution temporelle. Dans mes travaux de thèse, j'ai eu l'occasion de recueillir des données en électroencéphalographie ou EEG. Plus précisément, les participants qui ont effectué l'expérience en IRM
ont effectué la même tâche en électroencéphalographie. Et ces données n'ont pas encore été analysées, mais c'est une technique qui est complémentaire à l'IRM puisqu'elle possède une forte résolution temporelle, mais une faible résolution spatiale. En perspective, l'analyse de ces données permettrait d'avoir une mesure de l'effet des expressions faciales émotionnelles au cours du temps, en fonction des fréquences spatiales et du contraste. De plus, lors de l'analyse des signaux EEG, les signaux IRM pourraient être utilisés pour reconstruire les sources spatiales. Ensuite, des travaux récents effectués dans notre équipe ont montré des activations plus fortes au niveau du colliculus supérieur dans le cadre d'une tâche en choix saccadique lorsque la tâche des participants était d'aller vers les visages en comparaison à lorsque la tâche des participants était d'aller vers les véhicules. Ainsi, pour un même stimulus, nous avions des activations différentes en fonction de la tâche des participants. C'est un effet qu'il serait intéressant d'évaluer dans le futur avec des visages émotionnels. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer durant mes travaux de thèse et vous remercier de votre attention.